l'hypnose, on pense tout de suite à quoi? Souvent, c'est l'image du pendule qui oscille, des spectacles un peu mystérieux. Mais voilà, derrière ces clichés, il y a une pratique très sérieuse qui est étudiée et de plus en plus utilisée dans le monde médical. On va décortiquer ensemble comment l'hypnose a fait ce chemin, du grand mystère jusqu'au cabinet de soins. Contrôle de l'esprit, tour de magie, oui, c'est souvent la première image qui nous vient en tête, celle des spectacles où des volontaires ont l'air de perdre complètement leur volonté. C'est l'image la plus connue, c'est sûr, mais la réalité de l'hypnose en thérapie, elle, est bien plus subtile et fascinante. Du coup, il faut vraiment faire la part des choses. D'un côté, on a l'hypnose de spectacle qui est là pour le show, pour divertir, et de l'autre, l'hypnose thérapeutique qui est un vrai outil de soin utilisé par des professionnels qui sont formés pour ça. La première cherche à créer une illusion, alors que la seconde, elle, vise le mieux-être. Alors voilà notre programme pour y voir plus clair. On va commencer par démystifier un peu tout ça. Ensuite, on remontera le temps pour voir son histoire, qui est assez étonnante, puis on verra concrètement comment ça marche, ce que la science en dit vraiment, et on terminera sur les questions essentielles, le contrôle et la sécurité. Allez, on commence par la base. L'hypnose, si ce n'est pas de la magie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, la réponse est sans doute beaucoup plus simple et plus proche de nous qu'on ne le pense. Et voilà le point absolument essentiel. Loin, très loin d'être un état surnaturel, l'hypnose est en fait un état de conscience modifié tout à fait naturel. C'est juste un état différent de notre état de veille habituel, un état qu'on expérimente tous et très souvent. Pensez-y une seconde, ce moment où on est tellement absorbé par un film qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. C'est une sorte de transe hypnotique. L'un des grands apports de gens comme Milton Erickson, et plus tard des neurosciences, ça a été de montrer que cet état est en fait d'une banalité totale. On y entre et on en sort spontanément plusieurs fois par jour. D'ailleurs, les études en laboratoire le confirment, à peu près 80% de la population est réceptive à l'hypnose. Donc ce n'est pas du tout un don réservé à une élite, c'est bien une capacité humaine que l'on partage très largement. Ok, mais alors comment est-ce que cette capacité naturelle est devenue un outil pour se soigner? Son histoire est vraiment passionnante. Le chemin a été long, plein de controverses, avant d'arriver à une vraie reconnaissance par la science. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle avec le fameux magnétisme animal de Mesmer. Mais le vrai tournant, c'est en 1841, quand un chirurgien, James Braid, invente le mot hypnose et essaye de poser des bases scientifiques. La reconnaissance officielle, elle, mettra du temps. Elle arrive seulement en 1892. Puis, au XXe siècle, c'est Milton Erickson qui va tout changer avec une approche centrée sur la personne. Et aujourd'hui, on peut même voir, grâce à l'imagerie cérébrale, ce qui se passe dans le cerveau pendant cet état. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre tête pendant une séance? Eh bien, tout repose sur un changement de notre manière de faire attention. Un changement subtil, mais très puissant. C'est là que se trouve toute la clé. Au quotidien, on utilise surtout une attention focalisée. On se concentre pour résoudre un problème, pour calculer, pour planifier. L'hypnose, elle, nous invite à passer à une attention beaucoup plus large, plus ouverte. C'est un état où notre esprit critique, celui qui analyse tout, se met un peu en retrait. Et ça laisse la place aux sensations, à l'imagination, au ressenti pur. En gros, on passe du mental au sensoriel. Et c'est justement dans cet état d'attention large que la fameuse suggestion entre en jeu. Mais attention, une suggestion, ce n'est pas un ordre. C'est plutôt une proposition, une idée qu'on lance à l'esprit pour l'aider à aller piocher dans ses propres capacités, ses propres ressources et trouver de nouvelles façons de gérer un problème. Un état d'attention modifié, des suggestions, c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai ? La science s'est évidemment penchée sur la question. Et pour ça, on va regarder ce que dit le rapport de référence de l'INSERM qui a été publié en 2015. Alors les conclusions de ce rapport sont très claires. L'efficacité de l'hypnose est prouvée dans des domaines bien précis. Par exemple, ça aide à gérer la douleur et l'anxiété pendant une opération, ce qui permet de moins utiliser de sédatifs. C'est aussi démontré que ça soulage les symptômes du syndrome du côlon irritable. Par contre, pour d'autres choses, comme l'arrêt du tabac ou la douleur de l'accouchement, eh bien les scientifiques disent qu'on manque encore de données solides pour pouvoir conclure. Et tout ça nous amène à la question que tout le monde se pose, peut-être la plus importante, est-ce qu'on perd le contrôle? Est-ce qu'on peut nous forcer à faire quelque chose contre notre volonté sous hypnose? Figurez-vous que cette question ne date pas d'hier. Déjà en 1941, le pionnier Milton Erickson a mené une étude là-dessus. Et ses conclusions sont sans appel. Non, on ne peut pas forcer des sujets hypnotisés à agir contre leurs valeurs profondes. Ils gardent leur jugement critique et leur capacité à se protéger. Pour résumer, l'hypnose peut aider à renforcer une motivation qu'on a déjà, à changer un comportement, à calmer une douleur. Mais en aucun cas, elle ne peut prendre le contrôle total de quelqu'un, l'obliger à faire quelque chose contre sa morale ou lui mettre une fausse croyance dans la tête. Notre volonté reste toujours le dernier rempart. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun risque? Pas tout à fait. Quand c'est fait par un professionnel, l'hypnose est considérée comme très sûre. Les effets secondaires sont rares et légers, genre en mal de tête ou une petite somnolence.
Le vrai risque, et il est sérieux, c'est celui de créer de faux souvenirs si le praticien est mal formé et pose des questions trop orientées. C'est pour ça que le choix d'un professionnel de santé qualifié est absolument capital. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'hypnose, ce n'est pas un pouvoir que quelqu'un exerce sur nous. C'est plutôt une compétence, une méthode, qui nous permet à chacun d'accéder à nos propres ressources, à nos propres capacités de changement et de guérison. Au bout du compte, l'hypnose nous ramène à une question assez fondamentale. Puisque chacun de nous possède cette capacité à entrer dans un état de concentration intense, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir si on apprenait à diriger volontairement cette formidable puissance de notre propre esprit ?